Bonsoir à tous les amis, vous êtes bien sur Canal B 94 FM, l'émission Spoilers. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre émission. Ce soir encore, nous vous parlerons de séries fantastiques et de science-fiction. Et pour ce faire, je ne serai évidemment pas seul, au contraire, puisque Briac, dans un premier temps, nous parlera d'une série d'animation japonaise, Paranoia Agent. Bonsoir Briac. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va très bien. Tu es prêt à nous parler d'animation, de toutes sortes de... Prêt comme jamais. Prêt comme jamais. Voilà, merci Briac. Et ensuite, ce sera à ton tour, Guillaume. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, très bien, très bien. Voilà, on va parler également série. On va parler. Toi, tu vas aller venir Exactement. décortiquer certains aspects de notre médium favori. Voilà, ce sera en temps voulu. Tu viendras éclaircir un terme plus précisément dans un premier temps. Tu peux nous dire juste le terme. Tu ne nous dis pas. Tu nous dis juste le terme. Très bien. Eh bien, ça sera le terme de backdoor pilot. Voilà, backdoor. je nous glisse ça comme ça. Je me demande On se bien retrouve ce que tout à c'est. l'heure. On verra ça un peu plus tard. Et pour finir, ce sera toujours avec toi pour l'instant spoiler. Donc vous le savez, en fin d'émission, on viendra joyeusement vous spoiler un élément d'une série, en particulier une série qu'on affectionne ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence c'est une série qu'on affectionne, une série française. On n'en dit pas trop, Guillaume, pour l'instant. Non, Voilà. non, on reste mystérieux Une pour série, que les peut-être- gens nous écoutent jusqu'à la fin. Peut-être la série française la plus appréciée, de la plus grosse communauté, je pense. Voilà, je pense. Probablement. Je pense que vous l'avez déjà chez vous. Voilà. Un sacré programme du coup qui s'annonce. Et on commence, comme je vous l'ai dit plus tôt, par Paranoia Agent. Voilà, on va pas trop le mettre parce que là j'ai déjà envie de mettre des guêtres et des costumes complètement déjantés afin de danser un petit peu sur cette musique complètement endiablée qui nous vient du Japon, si je ne dis pas de bêtises, Briac. Tout à fait, vous venez d'entendre le morceau galvanisant de Suzumu Hirasawa qui rythme le générique de Paranoia Agent. Un générique assez troublant puisqu'on voit les personnages principaux rire sur des fonds assez étranges, notamment par le moment on va voir une bombe nucléaire. Je vais vous expliquer après pourquoi ça peut être important. Alors, Paranoia Agent, c'est donc une série d'animation japonaise diffusée en 2004 sur la chaîne WOWOW. J'aime beaucoup le nom de cette chaîne. Ok. Et avant tout, il faut parler un peu de son créateur, tant la série s'inscrit en fait dans son œuvre. Et ce créateur, c'est Satoshi Kon. Satoshi Kon, il a d'abord été mangaka. Il a été remarqué assez rapidement par Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira. Et Otomo l'a recruté et est devenu son assistant. Il a travaillé du coup sur le scénario d'un de ses films qui s'appelle World Apartment Horror et aussi sur un segment d'un film qui s'appelle Memories qui est fait un assemblage de 3 histoires d'Otomo, qui est un excellent film si vous avez l'occasion de le voir. Et ensuite, il a également travaillé pour Mamoru Oshii, le créateur donc, des 2 premiers Ghost in the Shell. Donc Oshii et Otomo, 2 piliers d'animation japonaise, donc sacrée carrière déjà. Avant de enfin réaliser son premier long métrage, Perfect Blue, qui raconte l'histoire d'une idol. Donc les idols, c'est ces stars de J-pop, qui est harcelée par un stalker et qui va peu à peu perdre pied dans la réalité. Et malgré un budget très modeste, puisque c'était destiné à la base à la télévision, Kon impose un style visuel qui est vraiment très maîtrisé, une mise en scène au cordeau et un flow d'images marquantes. Darren Aronofsky notamment l'a repéré, puisqu'il a repris telles quelles certaines images dans son film Requiem for a Dream, donc ça vous pouvez même le voir taper sur Google, Perfect Blue Requiem for a Dream, c'est les mêmes plans, c'est vraiment les mêmes cadrages. Et le film Black Swan d'Aronofsky d'ailleurs évoque beaucoup l'histoire de Perfect Blue, mais il faut savoir qu'il avait acquis les droits de Perfect Blue, donc il n'a jamais vraiment fait de remake, mais il avait les droits sur le film. Il enchaîne ensuite avec un film qui s'appelle Millennium Actress, qui est pour beaucoup son chef-d'œuvre. Donc Millennium Actress, ça raconte l'histoire de 2 documentaristes qui vont voir une ancienne star du cinéma japonaise qui vit recluse, et en fait au fur et à mesure qu'elle raconte sa vie va se mélanger avec les films dans lesquels il a joué. C'est un très 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 beau film, enfin moi en tout cas c'est un de mes films préférés de ce début de siècle, et vraiment un choc en termes de montage et de mise en scène. Encore une fois, ça on vous le conseille, et c'est sa première collaboration avec Suzumu Hirasawa, donc le compositeur que vous avez entendu tout de suite. Finalement, il fait Tokyo Godfather ensuite avec le scénariste Keiko Nobumoto, qui avait travaillé sur Cowboy Bebop et Samurai Champloo de Shinichiro Watanabe, donc 2 grands classiques des séries d'animation japonaises. C'est sans doute son film le plus classique, mais aussi son plus émouvant, et qui suit en fait 3 sans-abri qui découvrent la veille de Noël un nouveau-né. Et enfin, son dernier film, l'incroyable Paprika, sorti en 2006, qui est la source d'inspiration évidente de Inception, puisqu'il raconte également l'histoire d'une machine pour rentrer dans les rêves des gens, en tout cas partager des rêves. Et c'est très clair, même au niveau visuel, que certaines idées ont été reprises par Nolan. Ça, voilà, encore un véritable chef-d'œuvre. Et malheureusement, c'est son dernier film, car il est décédé d'un cancer foudroyant en 2010, alors qu'il était en pleine préparation d'un dernier film, qui reste donc inachevé.
Alors Perfect Blue, son premier, Paprika, et la série qui nous intéresse aujourd'hui, donc Paranoia Agent, forment une sorte de triptyque consacré au Japon moderne, dont Paranoia Agent serait un peu le pilier central. On retrouve de ses œuvres précédentes son goût pour les transitions spatiales et temporelles qui vont désorienter le spectateur et qui vont accompagner le passage d'un niveau de réalité à un autre. Cette utilisation de la grammaire cinématographique pour transcrire des réalités multiples et en fait simultanées, Cohn disait que ça venait du film Abattoir 5 de George Roy Hill, qui est basé sur un roman de SF assez séminal de Kurt Vonnegut, qui avait déjà inspiré le personnage de Desmond Hume dans Lost. Pour Cohn, les films fonctionnent comme des rêves et la réciproque est vraie. Et donc ces films sont toujours un peu oniriques, parlent d'illusions, de transformation, de bascule dans d'autres niveaux de réalité, mais également toujours un peu de cinéma. Et si Paranoia Agent est une œuvre qui tient debout toute seule, qui vaut vraiment le coup d'être vue même juste comme ça, elle est aussi une super porte d'entrée vers l'œuvre de son créateur et j'espère qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus. Alors, Paranoia Agent, de quoi ça parle ? Alors ça commence avec l'histoire de Tsukiko Sagi, une jeune femme qui vient de connaître un succès phénoménal après avoir créé le design d'un personnage qui s'appelle Maromi, qui est une sorte de Hello Kitty, une espèce de petite peluche rose. Mais Tsukiko est sous pression car elle ne parvient pas à répliquer son succès. Et un soir dans la rue, alors qu'elle est sur le point de craquer, elle est agressée par un jeune garçon étrange, un garçon qui se déplace sur des rollers dorés, on ne peut pas voir son visage, et il assomme Tsukiko à l'aide d'une batte de baseball tordue. C'est le garçon à la batte, le shonen bat en VO. Et si la police croit d'abord que Tsukiko l'a inventé, qu'il sort de son imagination, d'autres agressions vont bientôt prouver qu'il est bien réel. Et les premiers épisodes de la série vont ainsi nous montrer des personnages dans un passage particulièrement intense de leur existence, sur le point d'éclater, qui dans le moment où la pression se fait le plus intense seront agressés par le shonen bat. Conséquence étonnante, c'est que les victimes ressentent ensuite un profond sentiment d'apaisement après cette agression. Et l'intrigue commence ainsi sur ce mystère avant de s'aventurer de plus en plus dans le fantastique. C'est une série qui est clairement ancrée culturellement dans son pays d'origine et qui parle des problèmes sociétaux qui affectent le Japon du XXIe siècle. On a d'ailleurs, je vous l'ai dit, cette image très forte de l'explosion nucléaire dans le générique, comme un fantôme des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est comme si ces détonations étaient à l'origine d'un mal qui continue à se faire sentir, à se propager encore aujourd'hui au Japon. Néanmoins, les thèmes de la série restent universels et même pour nous, petits Français, on s'identifie parfaitement en tout cas aux souffrances de ces héros. Alors comme pour Perfect Blue, l'intérêt de la série est plus dans ses visions et dans la maîtrise du découpage que dans l'animation qui est assez sommaire, mais ça c'est parce que ça arrive souvent avec les budgets de l'animation télévisuelle au Japon. La série est en fait constituée d'idées que Cohn n'avait pas pu caser dans ses longs métrages précédents et il a trouvé enfin un endroit pour s'exprimer et il disait en fait ce qu'il aimait bien c'était ne pas passer 3 ans à préparer un film, là il pouvait tout de suite mettre ses idées dans les épisodes, donc ça a un peu renouvelé son imagination et son plan c'était de faire en fait de nouveau une série après 3 autres films, comme ça il pourrait réutiliser de nouveau ses idées qu'il avait laissées de côté. Malheureusement, comme je l'ai dit, il est décédé avant. Et c'est une série qui nécessite plusieurs visionnages pour en prendre la mesure de sa complexité et de sa richesse, même si on se heurte toujours au mystère inaugural du shonen bat. Alors, souvent quand on parle de Cohn, on parle de son traitement visuel, mais il faut savoir aussi que c'est un très bon narrateur. Et la série a une structure narrative que je trouve assez impressionnante, puisqu'elle parvient à se concentrer sur un nouveau personnage, souvent qu'on a aperçu en fond dans l'épisode précédent, tout en avançant l'intrigue, alors que les épisodes font seulement 25 minutes. Donc c'est quand même assez impressionnant. La série est très variée dans ses sujets, on va parler de burn-out, on va parler d'inceste, de suicide, et d'autres perspectives assez réjouissantes, mais elle réussit quand même à rester assez drôle à chaque fois. Et ces changements de sujets sont accompagnés de variations tonales et de genre, qui vont d'ailleurs rappeler un peu Twin Peaks, que je ne casse pas à chaque épisode juste pour me faire plaisir, mais si. Pour ça, mais personne aussi parce que il y a carrément une scène qui est vraiment un hommage à Twin Peaks, et il y a un personnage aussi qui fonctionne comme un personnage de Twin Peaks, c'est vraiment une référence explicite de la série. Mais ce travail sur l'épisode et les variations rappelle vraiment les séries dont je parlais tout à l'heure, Cowboy Bebop et Samurai Champloo, et comme on sait qu'il a travaillé avec son scénariste, je pense que ce n'est pas un hasard. La formule donc, de cette série ne semble jamais mécanique et monte jusqu'à une conclusion épique, avec notamment une scène où un des personnages principaux met fin à une illusion dont il était prisonnier et reprend le contrôle sur la réalité. Et rien que de vous en parler, j'ai des frissons. C'est vraiment une scène fantastique. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous enjoint la série, c'est-à-dire affronter nos problèmes, nos psychoses, nos manquements, détruire toute illusion de nostalgie ou la tentation de rejeter ses erreurs sur des agents extérieurs et comprendre que parfois c'est les mensonges qu'on se dit à soi-même qui sont responsables de nos malheurs. Voilà, et c'est disponible très facilement en DVD ou en Blu-ray, avec des bonnes versions françaises. Mais tu conseilles les versions. Ah oui, bien sûr. Quand je dis version française, je voulais dire plutôt les éditions françaises sont de qualité. Le doublage français, je ne saurais pas vous dire. Très bien, merci Briac pour cette petite chronique. Guillaume ? Oui, pour rebondir du coup sur, continuer un petit peu l'échange sur la chronique de Briac, déjà merci.
c'est vrai que c'est cool du coup avec cet épisode 3 qu'on inaugure aussi la série animée et notamment la série animée japonaise, parce que dans le contexte de la SF et du fantastique, il y a énormément de choses qui sont faites aussi de ce côté-là en Asie, et ça inaugure du bon pour les prochains épisodes, parce que il y a beaucoup de matière à aller chercher. Je connaissais pas du coup Paranoia Agent par contre, mais est-ce qu'en France elle a été diffusée, tu sais, non, ou parce que c'est vrai que c'est assez confidentiel hormis les grandes séries qu'on connaît tous. Je crois qu'elle a été diffusée, alors je ne saurais plus, MCM je crois, une chaîne qui passait pas mal d'animés pendant un moment. Je crois qu'elle a été, je crois qu'elle a été diffusée par MCM. Je sais pas si elle a été, elle n'a pas eu forcément une grosse diffusion en France en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est une série qui est abordable quand on a justement pas du tout quand on connaît pas du tout cet univers-là, parce que c'est pas, moi j'ai pas vu la série, mais j'ai vu le générique notamment, et c'est les codes de l'animation japonaise. Est-ce que tu le conseillerais, ou est-ce que tu conseilles, en gros, je vais au bout de ma question, est-ce que tu conseillerais de commencer par du film, par exemple, qui est peut-être plus condensé et plus abordable, ou direct la série? Avec Satoshi Kon, alors je sais pas, parce qu'en fait lui, ce qui est particulier, ce qu'il expliquait, c'est qu'il était plus inspiré par le cinéma occidental que le cinéma japonais, donc c'était ses références, c'est vraiment plus... Ce qui est le cas de beaucoup au final, de réalisateurs. Tout à fait, mais du coup son style finalement évoque plus certains films justement dans le style de David Lynch ou ce genre de réalisateur, que nécessairement de l'animation japonaise, on va dire plutôt plus classique. Après oui, voilà, moi je pense que Paranoia Agent c'est une bonne porte d'entrée, mais sinon par exemple on peut tout à fait commencer avec Tokyo Godfathers, comme je disais, qui est son film sûrement le plus normal, c'est celui où il y a le moins de délire, de travail sur les réalités qui changent, etc. Donc ça peut être une bonne façon de commencer un petit peu dans son univers. Mais en même temps, le délire, comme tu dis, c'est un petit peu ce qu'on cherche, je pense. C'est ça. Alors après, voilà, le test, c'est vraiment, vous mettez Paprika. Si vous avez aimé Paprika, vous allez aimer tout ce qu'il a fait, quoi. Qui est déjà, vous voyez Paprika pour votre culture, mais voilà, qui me confirme. Mais effectivement, si on veut creuser un peu, parce qu'on parle moins des classiques séries en fait du Japon, ou alors les trucs comme Dragon Ball, comme on disait, les classiques de chez classiques, mais il y a des trucs un peu moins connus. Donc merci à Briac. T'en as d'autres peut-être en tête à nous conseiller? J'en ai d'autres, mais je pense que j'en parlerai dans d'autres émissions. Il en garde dans sa besace. Très bien. Écoute, Guillaume, tu as une réaction sur cette chronique? Non, comme je disais, du coup, je trouve ça super intéressant. Moi, ce qui m'a marqué dans l'animation japonaise de ces dernières années, et qui est, on va dire, à mi-chemin entre ce que propose Briac, qui est un peu plus confidentiel, et puis, comme tu le disais, les grands ténors que sont Dragon Ball, Naruto, Co. C'est du coup Full Metal Alchemist, qui a été reproduite en de deux manières différentes, une première fois, et puis une deuxième fois d'une manière un peu, on va dire, director's cut, ou en tout cas un petit peu différente, un peu raccourcie. Et moi j'avais adoré du coup Full Metal Alchemist, et je pense qu'on en parlera éventuellement la série animée, la série animée, oui, pas le film live. Moi ça m'attirait pas mal. Moi je suis pas du tout consommateur de séries animées, déjà de base, japonaises ou pas, Full Metal Alchemist, FMA pour les intimes, avait pour le coup ce côté pas délire dont tu parlais, tu vois, c'est pas, enfin en tout cas de l'image que j'en ai, j'ai trouvé ça, c'était très sombre de ce que je voyais, assez dur, parce que c'est deux frères, c'est ça l'histoire. Et ça m'attirait un peu plus, donc déjà complètement dans notre thème dans le thème de l'émission Spoilers. Donc je pense que tu nous en parleras tôt ou tard. Avec plaisir. Je pense que moi ou quelqu'un d'autre en parlera, parce que il y a pas mal de, il y a vraiment un contexte de la série qui est cool, et puis des personnages en effet qui sont attachants. Il y a un vrai ton assez adulte, et des thèmes qui sont développés qui sont super intéressants. Et puis c'est une série qui est fun aussi, quoi. Donc elle se suit très bien. Et pour finir, Briac, pour revenir sur Paranoia Agent, est-ce que justement d'avoir vu, parce que Satoshi Kon, c'est ça, qui a une carrière assez courte malheureusement, comme tu nous l'as dit, mais fructueuse du peu de temps qu'il a eu, est-ce que justement tu vois des grosses disparités en fonction du médium, justement, parce qu'il a fait des classiques, donc déjà il a fait Paprika, etc. Est-ce que justement le côté série se ressent dans la narration, dans tout ça? Parce que souvent les séries télé ont cette image, juste on a plus de temps, donc c'est vrai, c'est évidemment concret, mais est-ce que tu penses que justement, est-ce que tu as vu toi d'énormes disparités entre ces films et la série? Alors que l'univers reste le même, les influences restent les mêmes, et est-ce que la série change quelque chose dans certains aspects?
Pas forcément, si ce n'est que d'une certaine manière, il a encore plus de liberté. Parce que comme je vous disais, vraiment chaque épisode va aller dans des styles complètement différents. Alors qu'au sein d'un même film, même si c'est quand même quelqu'un qui aime bien jouer sur les passages à différents niveaux, le temps qui est bousculé, etc., on restait quand même dans un univers un peu précis. Alors que là, dans la série, on va voir, sans vous spoiler, on a même un épisode qui est à l'intérieur d'un jeu de rôle. On va voir comment est fabriqué un animé, etc. Et ça va être la base de plusieurs univers. Voilà, c'est ça, vraiment complètement différent d'un épisode à l'autre. Donc, je dirais que oui, c'est peut-être cette liberté-là qu'il n'avait pas forcément quand il réalisait des longs métrages, là, avec ces segments de 25 minutes qui lui permettent de s'exprimer différemment. Comme je l'expliquais, c'était vraiment ça, en fait. Il avait des idées qu'il voulait utiliser, mais il ne savait pas comment les caser dans ses films. Et si je vais construire quelque chose autour de ça pour pouvoir enfin leur donner la place et les laisser s'exprimer correctement. D'accord, très bien. Eh ben merci Briac. On va passer à la suite. Guillaume, Oui, tout à fait. est-ce que tu serais pas un petit fan de Top Loader ? En tout cas, on va vous proposer pour effectivement cette première interlude musicale un morceau issu d'une série SF Fantastique. Waouh, incroyable. Un titre donc issu de la série The Umbrella Academy, dont la saison 1 est sortie sur Netflix en février de l'année dernière, février 2019, et dont la saison 2 est attendue pour cette année. Il n'y a pas encore de date particulière. Ça va arriver, je pense. Ouais. C'est l'adaptation d'un comics indépendant américain qui est écrit par Gerard Way, en bon français, ou Gerard Way, je ne sais pas, qui est par ailleurs leader du groupe My Chemical Romance. Et du coup, par, on va dire, effet de ricochet, c'est un petit clin d'œil aussi à l'émission dernière, puisque My Chemical Romance avait réalisé pour le film Watchmen de Zack Snyder une reprise de Desolation Row de Bob Dylan. La dernière fois, on avait passé du coup des pistes de l'OST de la série Watchmen, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. La série côté du coup production, showrunner, qui est donc Steve Blackman, avait une vraie volonté de sélectionner une tracklist qui colle au sujet de chaque épisode. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un peu comme on peut le voir aussi beaucoup maintenant. Oui, ça se fait de plus en plus. Exactement, mais a priori, voilà, quand la série a été créée, les épisodes ont été écrits, il y avait vraiment en marge des scénarios tel ou tel morceau, ils avaient en tête pour telle ou telle scène, donc il y avait vraiment une vraie cohérence dans les interviews. Blackman du coup lui dit que voilà, il y avait vraiment une intention de mettre la musique, enfin faire de la musique un personnage. Après bon, en regardant la série, est-ce que ça s'avère vrai, on pourra chacun en juger, mais je trouve que c'est intéressant. Oui, vas-y. Et du coup, on va s'écouter ce premier morceau qui est donc, comme tu l'as dit, un morceau du groupe anglais Top Loader, qui est en fait une cover, une réinterprétation de 2001 d'un tube d'un groupe franco-américain qui s'appelle King Harvest, qui était sorti en 72. Je ne connaissais pas, mais c'est vrai que la version originale est aussi assez sympa. Il y a un petit côté un peu folk, un peu Amérique profonde. Donc cette piste Dancing in the Moonlight est utilisée dans l'épisode numéro 6, épisode à peu près de mi-saison, on va dire. C'est un épisode qui est assez dur parce qu'on en apprend beaucoup sur un des personnages, je pense, préférés des fans, qui est le personnage joué par Robert Sheehan, qu'on avait connu dans Misfits, qui joue Klaus alias numéro 4, et on va énormément apprendre pendant cet épisode de ce qui lui est arrivé, on va dire, et pourquoi il est dans cet état. Clairement, c'est un junkie dans la série, et pourquoi il en est arrivé là. Voilà, parce qu'il a besoin des drogues. C'est ça. Et donc, c'est un épisode qui est quand même assez dur, et c'est vrai que du coup, cette musique qu'on va écouter, qui n'est pas du tout une musique triste ou quoi, elle vient un petit peu contrebalancer ça, puisque elle accompagne une scène qui est une parenthèse dans cet épisode, qui est une scène un petit peu mièvre, mais qui du coup met le sourire aux lèvres pour qui aime un peu les musicals, donc ces moments un peu chantés et dansés dans les films ou à Broadway ou dans les séries, puisque donc nous assistons dans cet épisode, dans cette scène, à une danse rêvée entre deux autres personnages. Luther, qui est le numéro 1, qui est censé être un petit peu l'aîné de cette famille, et donc numéro 3, Allison, et voilà, on sent qu'il y a un passif entre ces deux personnages, qu'ils s'apprécient plutôt bien. Non, dis pas trop. C'est ça, et cette scène est l'occasion pour eux de se retrouver un petit peu, et donc on assiste comme ça à quelque chose d'un petit peu onirique, et qui, moi je trouve, en tout cas, je suis fan de musical, j'assume totalement, m'a mis un petit peu le sourire aux lèvres dans cet épisode, qui est par ailleurs fort en pathos. Voilà. Oui. Mais justement, comme tu disais sur le personnage de Sheehan, en fait, effectivement, ils ont vraiment voulu caractériser les personnages au-delà de leurs actes, etc. Et la musique,
participe de plus en plus, on va pas se mentir, dans les séries à identifier aux yeux du spectateur les personnages, surtout qu'il y a pas mal de personnages dans Umbrella Academy. Ouais, complètement. Combien de frères et sœurs déjà? 7, non? Il me semble qu'il y en a effectivement 7 ou 8. Ouais. 7 ou 8, Umbrella Academy, qu'on vous conseille. Break n'a pas vu. Non. Bon, une fois que moi j'ai vu une série et pas toi, c'est pas mal, ça vaut le coup d'être précisé. Moi je vous la conseille, Guillaume aussi, j'ai l'impression. Ouais, on passe un bon moment. Il y a des défauts. Je pense que les fans du comics originel vont avoir des choses à redire, mais je trouve que c'est une série qui est assez généreuse dans les concepts de science-fiction qu'elle propose. Il y a beaucoup de personnages, il y a comme une production qui est intéressante avec des effets spéciaux qui, à l'époque, il y a notamment un personnage qui est donc un chimpanzé intelligent et qui, je veux dire, pour une série télé, est quand même extrêmement crédible. C'est un peu le pendant de César de La Planète des Singes dans une série. Et ce serait un peu comme si César jouait Alfred dans Batman, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Exactement. Exactement. Et donc voilà, l'histoire est assez foutraque, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un petit côté, effectivement, on sent d'ailleurs des grosses inspirations plutôt asiatiques dans certains personnages, certaines situations. Mais encore une fois, c'est très généreux, c'est du super-héros, c'est des concepts de science-fiction qu'on aime bien. Qu'on connaît mais qu'on aime. Donc voilà, quelque part, sans déflorer non plus les ressorts de l'intrigue, mais oui, c'est recommandable, on passe un bon moment, et puis je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire pour la saison 2. Ouais, pour ceux qui ont vu The Boys, c'est un peu The Boys en soft, voilà, c'est un peu plus grand public on va dire, et plus abordable, beaucoup moins violent, même s'il y a de la violence, mais en tout cas c'est pas aussi, et du coup, très bonne BO, on va commencer tout de suite cette première plage musicale avec Top Loader, Dancing in the Moonlight, restez avec nous sur Canal B 94 FM. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their
De retour sur Canal B 94 FM, vous êtes toujours même dans l'émission Spoilers. On est bien aussi. On est bien, Briac. On est bien. On est très bien. On est très très bien. On va passer à la chronique de Guillaume. Ah oui. Le bon Guillaume qui va venir décortiquer un aspect du monde des séries télé, un aspect que vous connaissez peut-être mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas en tout cas que ça s'appelle un backdoor pilot. Exactement. J'ai envie de commencer par une simple question auquel vous aurez très facilement la réponse. Un pilote, c'est quoi ? Alors, j'ai envie de faire plein de blagues sur le pilote d'avion, voilà, y a-t-il un pilote, tout ça, mais je vais laisser Briac répondre à cette question. Puis un pilote, c'est le premier épisode qui est réalisé pour une série, en général pour le vendre à la chaîne. Et ensuite, la série va être achetée ou non par la chaîne et on va commencer à produire la suite, sachant qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont donc restés sans série ensuite derrière. Exactement, un pilote, c'est le premier épisode d'une série. Ça, je pense que tout le monde l'a chez vous, ici dans le studio. Et c'est aussi quelqu'un qui conduit des avions, voilà, ou des voitures d'ailleurs. Il arrive parfois dans la vie d'une série que pour capitaliser, comprendre, faire de l'argent, sur un univers riche ou, si on est moins cynique que moi, que pour mieux gérer le développement d'une intrigue parallèle, d'un personnage, voire même d'un groupe de personnages, les créateurs organisent un petit épisode spécial au sein de l'intrigue principale de la série. Alors c'est un épisode qui peut, d'ailleurs, si les audiences sont bonnes, aboutir à une série dérivée avec ses propres personnages, ses propres intrigues. Ce type d'épisode spécial, on appelle ça un backdoor pilote, littéralement le pilote de la porte dérobée ou de la porte de derrière. On a très bien l'image et je vois dans le studio que ça rigole, mais on a très bien on a très bien l'image effectivement de cette série qui du coup n'a pas les clés de la porte d'entrée et qui du coup va passer par le jardin pour se faire une petite place dans voilà, je vais arrêter cette métaphore parce que je sens que le studio s'enflamme. Alors c'est une pratique qui n'est pas nouvelle bien sûr et nombre de séries SF et fantastiques pratiquent du coup le backdoor pilote pour tenter d'élargir leur univers. On peut citer par exemple Star Trek qui en 68, alors que la série n'a que 2 saisons au compteur, propose dans son saison finale la rencontre entre Kirk, le héros donc de Star Trek, et Gary Seven, un humain d'un passé lointain élevé par des extraterrestres et censé sauver la Terre en voyageant dans le temps. Tout un programme. L'idée de développer une série à partir de 7 épisodes en particulier, donc le season final de la saison 2 de Star Trek, ne donnera rien. Et c'est bien souvent le destin funeste du backdoor pilote, ne rester qu'un épisode spécial d'une série à succès. Alors en élargissant un petit peu la définition, en prenant un petit peu de hauteur sur le fait de se dire ok, c'est un épisode qui fait partie de l'intrigue principale d'une série, on peut estimer que certains téléfilms ont été des backdoor pilotes, en cela qu'ils n'ont pas spécialement été annoncés comme le pilote d'une série, mais qui dans les faits le sont devenus. Alors on ne peut pas passer à côté dans l'émission Spoilers de la SF de l'exemple de Battlestar Galactica qui est devenu la série culte que l'on connaît tous après un téléfilm de 3 heures qui à la base n'était pas spécialement censé engendrer une série mais qui devant le retour extrêmement positif de la communauté a créé du coup la série que l'on connaît et qui elle-même ensuite a engendré Caprica un petit peu de la même manière à travers un téléfilm ou encore petite anecdote vintage entre guillemets Knight Rider alias K2000. Bien joué, oui, K2000, qui elle aussi a été présentée au départ comme un téléfilm. Voilà. Donc on n'aurait pas eu David Hasselhoff pendant ce longs épisodes sans la notion de backdoor pilote. Ça serait quand même dommage. Alors l'avantage évidemment de la technique du téléfilm par rapport à l'épisode qui est dans une série, c'est que on peut facilement le diffuser. Et puis, voire, on peut même facilement le vendre sans promettre spécialement de suite. C'est aussi, du coup, le destin de beaucoup de backdoor pilotes qui finissent comme un peu un téléfilm qui est vendu à l'international et puis qui se retrouve sur M6 un dimanche après-midi de vacances de Noël et où on se dit, tiens, c'est marrant, c'est sympa, mais ça ne donne pas particulièrement de série. Pour finir un petit peu cette chronique et donc ce décryptage du backdoor pilote, comment ne pas citer la chaîne CW, qui est donc une chaîne qui aujourd'hui est assez connue on va dire et qui produit beaucoup de teen drama, donc ces séries qui sont plutôt à destination des adolescents, qui mettent plutôt en avant des adolescents dans leurs histoires, qui après avoir tenté quand même à 2 reprises le pilote dérobé dans du coup la saison 9 de Supernatural, pardon, j'ai bugué. Donc premier pilote dérobé dans la saison 9 de Supernatural avec l'épisode Bloodline.
Bon, premier échec. Bloodline, un Ouais. épisode qui s'appelle Bloodline, qui devait donner lieu à une série qui aurait développé l'univers un peu des monstres, avec du coup à Chicago on va dire une guerre entre différentes familles qui auraient été chacune composées de monstres emblématiques de l'univers de Supernatural. Donc premier échec pour la CW, et puis qui revient un peu plus tard avec un autre backdoor pilote dans la saison 13 avec l'épisode Wireward Sisters, qui met en scène deux sœurs shérifs qui, un petit peu comme les frères Winchester, combattent les monstres, et qui aurait pu donner là aussi une série à part entière avec ces deux personnages comme héroïnes. Et donc qui là aussi a fait chou blanc devant la réception du public, puisque qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien la réception du public qui décide de la réussite ou pas du backdoor pilote. Et bien la CW, après ces deux échecs sur une série qui était autrement très populaire, est devenue la reine du backdoor pilote avec les séries adaptées, roulement de tambour de l'univers de DC Comics, alias le Arrowverse, série ô combien décriée, je pense, par on va dire les gens qui aiment les séries de qualité, mais qui restent des plaisirs coupables pour qui aime le super-héros, parce que mine de rien la CW a réussi à créer ni plus ni moins que son Marvel Cinematic Universe Qui ne l'a pas réussi au cinéma, il a réussi à la télévisuel, voilà, qui effectivement DC n'a pas réussi à le faire au ciné, et à la télé il s'en sort très Pour très bien l'instant. pour l'instant. Donc voilà, pourquoi je dis ça, parce que The Flash, dans Arrow saison 2, backdoor pilote. Legend of Tomorrow, dans la saison 2 de The Flash, backdoor pilote. Batwoman, backdoor pilote. Green Arrow and the Canaries, backdoor pilote. C'est le dernier backdoor pilote en date, puisqu'il vient pour accompagner la fin de Arrow, qui est donc la série mère qui a enfanté toutes ces autres séries, et qui va, si tout se passe bien, donner un spin-off à du coup la série mère, avec du coup les descendantes du héros, etc. etc. Donc la CW, championne du backdoor pilote, qui a réussi à industrialiser quelque part le fait de créer des spin-offs, et puis du coup c'est un petit peu le terme aussi qu'on va très légèrement aborder dans cette chronique là, mais donc s'il y a un backdoor pilote et que les audiences sont bonnes, ça va donner la série dérivée qui est donc le spin-off, et c'est clairement aussi pour la chaîne une manière très safe de produire d'autres séries, de garnir sa grille de programme avec un univers qui est apprécié par les fans et qui va lui assurer un minimum de réussite et d'audience par la suite. Finalement, on retrouve un petit peu dans l'univers de la série, et le backdoor pilote, on pourrait presque en faire la comparaison avec là encore des films de super-héros au cinéma, et c'est un peu le contexte, enfin le concept de franchise qui est aussi alimenté par tout ça. On pense par exemple à l'intégration, l'apparition de Spider-Man dans le film Captain America Civil War. Est-ce que quelque part on pourrait pas se dire que l'apparition de ce personnage était une sorte de scène backdoor pilote au futur du personnage dans le Marvel Cinematic Universe? Mais je vais peut-être un petit peu trop loin. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est en contradiction avec le principe par rapport aux séries, parce que c'était déjà signé. Il y allait avoir un film Spider-Man. C'est vrai. Et toi, il y a vraiment cet aspect enjeu. Est-ce que comment les gens vont réagir, etc. Est-ce que les audiences vont être bonnes? Donc Spider-Man, il n'y avait pas de suspense, quoi. Mais l'idée est la même. L'idée est la même, en tout cas. Je te rejoins là-dessus. En tout cas, maintenant, vous savez a priori ce qu'est un backdoor pilote. C'est une manière astucieuse et parfois, quand même, il faut se le dire, mercantile d'élargir l'univers d'une série. Et qui sait, peut-être maintenant, vous verrez d'un autre œil cet épisode un petit peu chelou où, le temps d'une intrigue, un nouveau personnage vient voler la vedette au héros de votre série préférée. Merci Guillaume. Alors moi, ça m'a inspiré beaucoup de choses, cette chronique, que je découvre en même temps que vous, chers auditeurs, sur Canal B toujours. Ça m'inspire beaucoup de choses. Et l'aspect mercantile m'apparaît important, parce qu'en fait, c'est très malin de la part des producteurs, parce que déjà, ça fait un pilote gratuit entre guillemets, dans le sens où c'est de toute façon, comme tu l'as dit, un épisode d'une saison. Donc de toute façon, cet épisode existera et il développe la série de toute façon. Donc ça ne demande pas plus d'argent. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, c'est ça. Au lieu d'aller financer un pilote à partir de rien, on se dit de toute façon on doit faire un épisode, autant voir si ce qu'on peut faire avec cet univers-là. Ouais. C'est ça. Et en plus, donc surtout tu donnais l'exemple du Arrowverse, ça crée un événement en fait, puisque les spectateurs ne savent pas que c'est un backdoor pilot. Et en plus, donc par exemple, j'ai pas regardé ces séries-là, donc je sais pas, mais Arrow, il y a, je sais pas, donne-moi un exemple, Flash.
La semaine prochaine, il y a Flash dans l'épisode. Waouh, incroyable. Donc les gens, fan service, les gens ont un guest incroyable. Si ça marche pas, Flash il repart dans son univers, on le revoit plus. Si ça marche, il y a cette série. Enfin, je trouve ça hyper malin en fait de la part des producteurs, quoi. En fait, il y a eu vraiment notamment dans le sujet qui nous intéresse, qui est la série SF Fantastique, souvent du coup c'est des univers qui grossissent, beaucoup de personnages qui arrivent, des univers qui grossissent, des intrigues qui se multiplient. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de voir des séries dérivées, mais on va dire soit ça marchait pas, mais en tout cas les studios permettaient la création de cette série sans test au préalable, hormis peut-être le pilote classique. Et là, c'est vrai que quelque part, comme tu le disais, il y a vraiment une question de réduction des coûts aussi. C'est-à-dire qu'on a les acteurs qui sont déjà sous contrat, on a les décors, on a éventuellement des débuts d'intrigues qui sont lancés. Il n'y a plus qu'à réaliser un épisode qui, du coup, va venir alimenter tout ça. Et puis, eux, ils ont le retour direct des spectateurs et ils peuvent se dire, du coup, on a fait un pilote un petit peu gratuit quelque part parce que de toute façon il est compris dans l'intrigue principale de la série, donc au pire si ça marche pas, c'est pas très grave, de toute façon il fallait le faire, et si ça marche, notre pilote il est déjà fait, il a déjà été apprécié et on peut enchaîner derrière sur la série. Et d'ailleurs ça pose souvent des petits problèmes de continuité parce que entre l'épisode Backdoor Pilot et puis le début de la série, on peut se retrouver parfois avec un recast, parfois avec un gap chronologique qui est pas forcément très cohérent et qui modifie des petites choses voilà, aussi, exactement, ouais. C'est marrant qu'on parle de Backdoor Pilot parce que je me disais, on a aussi l'inverse, mais je trouve pas d'autres exemples qu'avec Millennium. Vous vous rappelez un Backdoor Final, Finally, on en avait déjà parlé quand on parlait de Millennium, que Millennium a été annulé au bout de sa 3e saison et que le personnage de Frank Black revient dans X-Files plusieurs saisons après et on finit son histoire dans X-Files. C'est comme si on avait, donc là c'est l'inverse, c'est le spin-off qui revient dans la série pour se terminer. Ouais, c'est encore autre chose. Et ça, je sais pas s'il y a d'autres exemples dans l'histoire des séries, il n'y a que celui-là qui me vient à l'esprit. J'ai un exemple qui, là aussi, du coup, est sorti du cerveau prolifique des gens derrière la CW et derrière le Arrowverse, puisque, en fait, John Constantine, qui est donc un personnage de DC Comics, qui est un peu un personnage qui interagit avec les forces surnaturelles, on va dire, et mystiques, avait eu le droit à son début de série, en fait, et puis le personnage la série a été abandonnée. Donc on pensait les choses terminées à cet endroit et en fait il s'avère que du coup son histoire a été continuée et poursuivie du coup dans Legends of Tomorrow, et ils ont recast le même acteur et ils ont perçu, pour le coup il n'y avait pas une histoire de terminer la série dans Legends of Tomorrow, mais en tout cas de récupérer l'acteur pour en faire une et du coup suite de la il série, joue exactement la même version du personnage ou exactement la même version. Donc ils ont gardé l'univers qui avait été établi dans le... D'accord. Complètement, ouais. Moi ça me pensait aussi au Punisher de Daredevil, c'est un peu... Non ? Ou c'est juste un spin-off, tu penses ? Alors il n'y a pas de... On reparlera des spin-offs juste après, mais dans l'idée, je sais pas si il n'y a pas vraiment de notion de dire, en effet, il y a un épisode. Là, on est vraiment sur le fait de se dire, il y a un épisode qui est vraiment... accepté comme étant un pilote, un démarrage de quelque chose. Là c'est concret, quoi. Là par contre les producteurs savent que cet épisode-là, ce soir-là, ils vont faire gaffe. C'est ça. Mais par contre effectivement The Punisher dans Daredevil est quand même un bon exemple, dans le sens où je pense qu'ils ont pu tester la popularité du personnage dans la saison de Daredevil et de l'acteur, et ils se sont dit ok, ça marche, on fait une série. Et alors moi j'ai pas regardé ces séries-là, mais j'ai eu le sentiment qu'ils étaient un peu surpris aussi du succès de Punisher. Je suis pas certain que Netflix avait dans l'idée d'en faire un spin-off direct de Daredevil. Mais c'est une bonne question. Pour revenir aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je m'étais pas fait la réflexion. Quand tu regardes une série qui a un épisode un peu chelou, tu dis mais c'est bizarre, pourquoi ces personnages-là ? Moi j'ai 2 trucs qui me viennent. Un c'est dans Lost, et peut-être que Briac tu en sauras plus que moi. On avait déjà parlé de cet épisode-là. C'est un épisode qui m'a vraiment marqué, et j'ai l'impression que ça n'a marqué personne. Parce que je ne sais plus la saison, mais c'est Rodrigo Santoro, je crois, un truc comme ça, qui joue ces 2 amants. Enfin, pas 2 amoureux, qui leur arrive des trucs. Exposé. Oui, ils sont au début, ils jouent dans une série. Ouais, c'est ça. Si, il est connu, mais il est connu que souvent les gens considèrent que c'est l'un des pires épisodes de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, moi je trouve qu'il est intéressant aussi. Il y a des choses. Et ça fait un peu Backdoor Pilot, tu trouves pas ? Parce qu'en plus, l'épisode fini, je vous spoil pas, mais l'épisode fini, il y a marqué. Bon, ça va être un spoil, j'avoue. C'est l'épisode fini, ils disent. Je crois que c'est écrit à l'écran, il y a une phrase qui est dite, c'est ce qui est enterré dans le sable reviendra, ou un truc comme ça. Donc vraiment teasing, quoi. Vraiment, tu l'as, la phrase mieux ou pas ? Non, mais ce qui est enterré ne saurait ressortir, un truc comme ça. Ce qui fait vraiment teasing, on s'attend. Et j'ai attendu moi tout le reste de la série, tu vois que. En fait, c'est un anti-Backdoor Pilot, parce qu'il s'est passé en gros, c'est que quand ils ont commencé la saison 3,
Ils ont voulu rajouter des personnages parce qu'on leur disait toujours dans Lost, ouais, mais il y a 36 000 naufragés et on voit toujours les mêmes. Donc ils ont rajouté Nikki et Paolo qui sont arrivés d'un coup, genre on ne les connaissait pas, puis d'un coup ils font oh voilà Nikki et Paolo, et les gens étaient énervés quoi, parce que mais non, mais c'est qu'on rajoute des personnages comme ça, ils sont débiles et tout. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que vu la réaction du public, les showrunners ont décidé de les tuer. Donc en fait, c'est un épisode qui est créé juste pour les tuer. Donc c'est vraiment pour c'est genre vous ne verrez plus Nikki et Paolo, voilà, on les zigouille. C'est presque l'inverse en fait. C'est marrant parce que du coup moi je l'ai vraiment pris comme l'inverse de ça. Et l'autre c'est alors je ne sais peut-être pas Backdoor Pilot, mais est-ce que ça annonce tout simplement un spin-off? C'est Arya à la fin de Game of Thrones. Enfin vraiment c'est un teasing quoi. Est-ce que alors c'est pas Pilot à proprement parler, c'est pas un pilote en soi, mais c'est quand même un pan entier du tout dernier épisode qui annonce quelque part un spin-off quoi. C'est une ouverture quoi, ouais, on voit qu'on pourra continuer son histoire. Après je trouve que ça fait assez sens pour le personnage d'Arya de toute façon. Moi autant les spin-off Game of Thrones je sais pas ce que vous en pensez, moi ça ne m'intéresse pas, mais l'origine je crois c'est quoi des Targaryens, un truc comme ça. Ouais, c'est ça m'intéresse pas. Autant un spin-off avec Arya qui va en Essos, moi ça me voilà, je peux pas vous décrire le geste que je fais. Mais il est sale en tout cas. Voilà. Non mais pas tant que ça, je suis en train de me réaliser. Ce n'est non, pas. Mais effectivement, oui, ça pourrait. Après, il y a vraiment un teasing, quoi. Voilà, ça pourrait être la première scène d'un Backdoor Pilot si on voulait vraiment rapprocher la notion de ça. Un autre terme plus précis, ça a un truc qui annonce, tu vois, le spin-off. Voilà. Bon, vous qui nous écoutez, si la CW nous écoute ou tous les producteurs nous écoutent, trouvez un mot parce que c'est un peu relou quand on en parle. Et on en parlera dans Spoilers, bien sûr. Voilà, venez nous en parler. Et puis on le décryptera. Nous, ça nous intéresse. Nous, il n'y a pas de mal. Hein. Il y a toujours de la place pour ceux qui viendront parler dans l'émission. Porte est ouverte. On va écouter un second morceau. Encore une fois, c'est toi qui l'as choisi, Guillaume. Oui, tout à fait. Il s'agit de Bay City Rollers. Oui, alors du coup, nouveau morceau, nouvel interlude musical extrait de la série The Umbrella Academy. Pas grand chose à dire sur ce morceau cette fois. Il est extrait de l'épisode 10, donc qui est le season final. Qui du coup là accompagne une scène d'action plutôt sympathique mais assez expédiée qui marque un peu la réunion des personnages avant le combat final, puisque série de super-héros oblige, nous avons bien évidemment un espèce de combat Avengers-like contre l'ennemi principal, on va dire. Et il y a donc, exactement la même scène dans Avengers en plus. Ouais, il se passe exactement la même chose. Il y a quelque chose de très similaire à ça, et donc là on est sur effectivement encore une fois ce côté un petit peu décalé de la scène d'action relativement violente, puisque Umbrella Academy ne s'empêche pas, on va dire, une certaine violence graphique, mais qui, du coup, par le biais du fait déjà du décor qui est un bowling et de cette petite musique, en fait un moment assez ludique et assez amusant. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec, en effet, Bay City Rollers et Saturday Night. C'est parfait. On se retrouve tout de suite après, vous êtes toujours dans Spoilers. À tout de suite. To the rock and roll on Saturday night, dancing to the rhythm in our heart and soul on Saturday night. I just can't wait. I gotta dance.
Vous êtes de retour dans l'émission Spoilers, toujours sur Canal B. Radio Curieuse, je vois l'affiche qui se trouve au-dessus de toi, Guillaume. Radio Curieuse, 94 FM si vous êtes à Rennes, ou peut-être sur les internets si vous êtes en train d'écouter notre podcast. Si c'est le cas, merci. On revient sur une notion corollaire. J'adore le mot corollaire, Waouh. ça fait pompeux, j'aime bien. Une notion corollaire du Backdoor Pilot, c'est le spin-off. On en a parlé, on a abordé ça rapidement. Je vous propose qu'on se recentre un peu plus sur le spoiler, justement, sur le spin-off, pardon. Voilà, le spin-off, Guillaume, est-ce que c'est un aspect important d'une série ? Qu'est-ce que t'en penses du spin-off ? Est-ce qu'il y a des spin-offs qui qu'est-ce t'ont qu'on en marqué ? pense Est-ce que t'as des spin-offs que tu préfères à la série originale, etc. Ouais, effectivement, on peut se poser toutes ces questions-là pour replacer très très rapidement le contexte. Le spin-off, on l'a déjà dit juste avant, mais c'est donc cette série qui est dérivée d'une série originale en reprenant parfois certains personnages ou parfois juste un univers. Et qui donc permet effectivement parfois de jouer sur certains codes, de développer d'une manière un petit peu différente les choses et de faire vivre comme ça un groupe de personnages, une intrigue, un univers, encore une fois. Pour répondre à ta question et pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait précédemment, même si maintenant, je l'avoue, j'ai arrêté un petit peu comme un addict se repent de son addiction, j'ai arrêté les séries du Arrowverse. Mais à l'époque, j'avais trouvé. Ah, donc tu as regardé, tu l'as pas précisé tout à l'heure. Tout à fait. Et d'ailleurs, on est à la radio, donc j'en profite pour passer une spéciale dédicace, puisque ça se fait à péremptoire. Mon gars sûr du Arrowverse et podcasteur émérite de Rennes. Qui est fan et avec qui on doit depuis maintenant un bon bout de temps réaliser un petit podcast autour du Arrowverse en bon plaisir coupable qu'il est. Un podcast sur le Arrowverse ? Ah oui, intégralement. Aïe. Tellement de choses qui viennent de se briser. On pourra peut-être un jour l'inviter d'ailleurs pour en parler. Ah bah avec plaisir, Pépé, qu'on remercie parce que c'est un peu grâce à lui Tout à qu'on a fait. commencé cette Exactement, émission, donc merci. Par contre, voilà, Pépé, si tu nous écoutes, je suis complètement déçu. Moi qui ai adoré toutes tes VHS, une des rares personnes qui a des VHS dans notre belle ville de Rennes, Ouais, c'est vrai. lui, et des bien belles VHS. Malheureusement, Arrowverse. Arrowverse, non. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, effectivement, quand Flash avait été donc extrait de Arrow pour devenir sa propre série, mais en fait, j'avais trouvé ça carrément plus cool que Arrow parce qu'il y avait un aspect beaucoup plus léger, beaucoup plus comique. Puis il y avait Flash est plus cool déjà. Voilà, de base, de toute façon, le personnage a ça dans son ADN, mais en plus, il y avait une dimension vachement plus SF puisque Flash, il va vite, il va tellement vite qu'en fait, il peut voyager dans le temps. Et moi, c'est un peu mon petit kink, comme pas mal de gens dans ce milieu de la SF et du fantastique, mais c'est vrai que du coup ça a créé plein de choses qui étaient cool et j'avais beaucoup aimé du coup The Flash, même si au même titre que toutes les autres je les ai lâchés, mais en tout cas je pense bien malgré moi de manière assez immédiate à ce spin-off qui m'a marqué. Et est-ce que c'est l'abondance de spin-off qui tu penses à jouer sur ton abandon du Arrowverse, ou est-ce que Ah non, c'est que c'est nul. c'est que c'est nul? Ah ok. Et je sais qu'ils ont fait une récemment, je sais pas s'ils avaient fait avant, mais ils ont fait des espèces de mini-séries qui réunissaient tout le monde. T'en as vu ça ou pas? Ils ont créé à partir d'un certain moment, une fois qu'ils avaient justement une famille de séries, des crossovers tous les ans pour créer l'événement. J'avais commencé à regarder les premiers, effectivement. Très honnêtement, ça reste du plaisir coupable parce que d'un point de vue écriture, c'est vraiment très très mauvais. Et puis, disons que ça, je suis vraiment désolé parce que ça va faire très médisant de dire ça, mais il y a vraiment un côté cheap en fait. C'est vraiment la sous-version, on va dire, de ce qu'on pourrait attendre d'un développement d'un univers super-héroïque, aussi bien en termes d'écriture qu'en termes de décors, d'effets spéciaux. Malheureusement, la blague entre guillemets autour des crossovers et des scènes de combat et d'action, notamment du Arrowverse, c'est souvent que ça se passe sur un parking vide ou dans une carrière, tu vois, vraiment ce truc très typique des séries à un moment donné on a eu besoin d'un décor un peu vaste, on est venu dans une carrière quoi. Donc c'est moins cher aussi de faire ça. Donc, exactement, voilà, ça reste des séries qui sont pas en termes de budget incroyables quoi. Donc oui, ça reste sympathique et j'en ai regardé quelques-uns, notamment le dernier en date qui du coup a repris là par contre, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais un grand arc scénaristique des comics qui était Crisis on Infinite Earth, qui était vraiment cette idée d'univers parallèle qui du coup là ont ramené tous les personnages jusqu'à même faire venir des personnages de films dans l'univers de Arrow. Donc bref, il y a de l'ambition, il y a de l'amour, il y a de la passion pour le matériau d'origine. Malheureusement,
on va dire qu'en termes d'objets sériels, ça suit pas spécialement. Ça suit pas spécialement, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Briac, toi, un spin-off qui t'a marqué? Eh ben, moi, tout simplement, c'est Angel du Buffyverse, parce Ouais. que c'est... On l'attendait. C'est ça, alors souvent il y a des gens qui n'ont pas vu Angel, qui ont simplement vu Buffy et qui ont un petit peu d'appréhension avant de regarder Angel, alors que c'est vraiment une très 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 grande série qui prolonge parfaitement les thèmes de Buffy et qui la nourrit, et c'est vraiment fantastique. En particulier la toute dernière saison 5 d'Angel, qui est peut-être la plus inventive, et moi personnellement c'est ma saison préférée du Buffyverse. Donc de tout Buffy, de tout Angel, cette 5e saison, elle est absolument incroyable. Et la fin d'Angel est aussi également magnifique. Donc ça, ouais, c'est une Que tu m'as spoilé du coup aussi de par le fait. Oui, mais ça, je le fais tout le temps de toute façon. Voilà. Tout Non mais Ça va être un motif récurrent. je pense. non mais alors là non, je déautorisé. Voilà. Ouais, C'est, je me souvenais plus tard, spoil Angel. Non, tu m'as raconté la fin finalement, mais La fin, oui. Non, mais de ce que tu m'as raconté, c'était intéressant. Non, mais pour revenir sur le parallèle entre les deux, moi je me souviens de mes cours de fac, monsieur Massuet, si vous nous écoutez, merci encore pour tout le savoir que nous avez dispensé, notamment le parallèle que vous nous aviez expliqué en art du spectacle sur ces deux séries, qui sont liées même dans des scènes. Il m'avait raconté, alors je te redis ça, mais ça date un petit peu déjà. Il passe un coup de téléphone d'un côté de la série et ils répondent Oui. de l'autre. C'est Angel et Buffy d'ailleurs qui se parlent à ce moment-là. Ouais, enfin, il y a des Et passages. j'avais trouvé ça Hmm. trop bien, quoi. Et même des épisodes. Non, excuse-moi, un autre me revient. Où en fait, ça se passe. Il y a des flashbacks de la vie d'Angel où il est de dos dans une série. Et en fait, il est de face dans l'autre. Et du coup, ça donne un tout autre sens. Bon. Et j'ai trouvé ça. C'est ça, il fou, quoi. y a des flashbacks sur les vampires dans les deux séries, enfin sur effectivement leur vie au 19e siècle, etc. Ils vont parfois se rejoindre ou se recouper entre les séries. Puis on a, dans la première saison d'Angel, je crois que c'est la première d'Angel, on a effectivement une intrigue qui est en lien avec ce qui se passe dans la saison 4 de Buffy. Enfin, je sais plus exactement quel ordre, mais une histoire avec Spike qui va chercher un médaillon dans Buffy, et on retrouve Spike avec ce médaillon dans Angel. Alors c'est peut-être dans Ouais. l'autre sens, mais ils ont joué avec ça. Mais après, ils ont plus trop pu le faire. Je crois que c'est devenu assez compliqué. Et on Ils revoit ont juste. plus pu le faire. Ils ne pouvaient plus. Je crois que il y avait des raisons de contrat, de temps. Ça devenait difficile de faire se rejoindre les deux séries. Et on a simplement Angel qui fait son apparition dans le final de Buffy, et Spike qui est ensuite dans la dernière saison de Angel. Ça D'accord. s'est un petit peu calmé à ce niveau-là. Et toi, tu avais des exemples comme ça. Est-ce que tu aurais un exemple d'une série où du coup le spin-off c'est vraiment autre chose? Ils ont essayé complètement autre chose dans l'univers. Je sais pas. Je te pose des questions comme ça. T'as pas préparé bien sûr, mais Complètement autre chose. ou en tout cas toi, ton ressenti c'était que voilà, c'est dire voilà. Bah, si on sort très rapidement de la SF et du fantastique, toi je crois que t'es pas trop d'accord, mais moi j'aime beaucoup Better Call Saul. Et, Non, c'est niveau- pas que j'aime pas. C'est pas du tout que j'aime pas, mais c'est que c'est vraiment pas du niveau de Breaking Bad dans ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu 2 saisons, peut-être 3 même. Et bêtement, j'avoue, j'ai eu cette envie de retrouver la profondeur de Breaking Bad, qui arrive plus tard de ce que tu m'as dit. Mais en tout cas, dans la première saison, c'est non. C'est presque. Là, j'ai pas peur. Là, je vais dire les mots qui fâchent. C'est presque bas de plafond, quoi. C'est genre, oh, c'est dur d'être avocat. Oh, c'est. Oui, bon, d'accord. Alors que tu vois, moi c'est le contraire de toi, c'est que là je préfère Better Call Saul à Breaking Bad. Alors on verra où va la fin. Mais finalement, je trouve que même l'histoire de base est plus intéressante, puisque c'est un personnage qui finalement, au lieu de devenir méchant, essaie toujours de s'améliorer, mais finit Ouais. toujours par retomber dans ses mauvaises pratiques. Et finalement, je trouve que le personnage de Jimmy est vraiment fascinant. Puis ce qui est génial, on va pas s'étendre là-dessus comme c'est un peu en dehors de notre sujet, mais Mm. c'est une série qui est vendue sur le personnage de Saul Goodman qu'on a aperçu dans Breaking Bad. Et quand tu commences la série, tu t'attaches tellement au héros tel qu'il est au début que tu ne veux pas que Saul Goodman arrive. Tu veux pas qu'il se transforme parce que tu l'aimes trop. Il est trop honnête, Ah il est ouais, trop gentil. tu vois, c'est là où on est très différents. Moi, Ah j'ai ouais. tellement aimé Saul Goodman que, tu vois. Voilà. Bah, c'est C'est- pour ça peut-être que tu n'accroches pas à Better Call Saul. Mais voilà, en tout cas, moi, ce serait mon exemple d'un spin-off que je trouve encore meilleur que la série d'origine. même si tout le Quoi monde n'est pas Ah oui, d'accord. tu trouves ça Ah meilleur ouais. que. Ok, d'accord. Ok, attends, tu peux. Vas-y, parle. Voilà, merci. Guillaume, dis-nous. Non, je pense aussi à, pour revenir un petit peu plus dans notre thème entre guillemets, de Walking Dead, et du coup, clairement en train de développer son univers. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que malgré la qualité toute relative de la série, elle continue de faire des petits, et donc on a eu du coup un premier spin-off à The Walking Dead, qui est donc Fear the Walking Dead, qui là est un spin-off qui se passe, et d'ailleurs c'est peut-être un truc dont on pourra discuter juste après, mais un petit peu avant, et donc
chronologiquement pas en parallèle de la série mère, mais qui donc prend le parti de présenter des personnages qui n'ont rien à voir avec du coup les personnages de la série mère et qui sont géographiquement très loin. Et puis là, on a appris il y a quelques mois le développement d'un 3e spin-off à The Walking Dead qui là va mettre Qui portera sur quoi du coup ? qui va mettre en scène pour le coup des adolescents. Donc c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça intéressant, c'est que là on sent qu'ils vont tenter quelque chose. Autant Fear the Walking Dead, ils ont voulu tenter, on va dire, les débuts de l'épidémie. Donc par rapport à Walking Dead, il y avait un truc un petit peu original, mais assez vite au final on se retrouve avec un ersatz de Walking Dead. Autant là sur le nouveau prochain spin-off, dont on ne connaît pas exactement le titre, on va se retrouver avec des adolescents. Donc un côté un peu teen, mais qui, eux, on va dire, ont grandi, si ce n'est sont nés alors que le monde était déjà foutu, quoi. Et donc, il y a un côté post-apo très assumé, presque post-apo, quoi. La vie se reconstruit après. Mais ça m'intéresse, tu vois, du coup, de ce que tu me dis là, je trouve que c'est plus intéressant que Fear the Walking Dead. Bon, c'était pas. C'est ça. Et donc, là, les news de ces derniers temps parlent du coup d'un pilote pour ce spin-off un peu à la Lost. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le coup, mais sûrement avec quelque chose de très mystérieux, avec une construction narrative qui sera certainement assez différent de Walking Dead. Donc, on peut espérer du coup que là, le spin-off porte un propos et une ambition narrative différente. Et puis, je pense aussi à un autre spin-off, donc Sabrina sur Netflix, qui est un spin-off de Riverdale, qui est donc une série, là encore, plutôt teen drama, mais avec des petits relents fantastiques, mais qui reste quand même un truc un peu genre des ados au lycée, et qui a donc donné le spin-off Sabrina, qui a là, pour le coup, un truc totalement fantastique dans l'univers des sorcières et qui du coup est assez différent de sa série mère, on va dire. Donc il y a quand même quelques exemples, mais c'est vrai qu'en vous en entendant parler, et peut-être que vous aurez quelque chose à dire là-dessus, j'ai l'impression que le spin-off est souvent aussi l'occasion de raconter ce qui se passe après ou avant, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. En parallèle, c'est assez rare. Par Angel, effectivement, souvent c'est un autre moment dans le temps. C'est le cas, par exemple, on parlait de Battlestar avec Caprica. Voilà, qui Caprica, raconte vraiment l'origine de cet univers-là, qui était aussi un bon spin-off. J'aime bien Caprica. Blue and Chrome, qui était un spin-off web série sur l'enfance les premières années militaires d'Adama. J'ai pas vu non plus, mais c'était pareil, un préquel, du coup, un spin-off qui se passait avant la série originale, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de raconter l'histoire à un autre moment. Les spin-offs qui sont en développement actuellement côté Game of Thrones, parce que là on est en plein dedans, on en parlait juste avant, c'est plutôt un qui a été annulé récemment, voilà, un qui a été annulé récemment, c'est des spin-offs qui se passent bien avant l'histoire dont qu'on a vu dans Game of Thrones, quoi, puisque là le spin-off qui est en cours de réalisation, c'est celui qui va raconter le règne des Targaryens bien avant donc les faits relatés dans Game of Thrones, donc et puis avant ça c'était encore plus ancien, puisque c'était la création des grandes familles de Westeros. Donc on sent que souvent c'est l'occasion de élargir la chronologie en plus de l'univers, là où, et c'est vrai que c'est moins notre domaine, donc c'est un petit peu hors sujet, mais les séries plus du coup policières, on pense à NCIS, on pense à CSI, eux ont multiplié pour le coup les spin-offs, mais avec du coup des histoires qui se passaient en parallèle et qui leur ont permis comme ça de créer aussi des épisodes spéciaux où les personnages voyageaient d'une série à l'autre, ce que je trouve moi assez cool dans le concept de spin-off, quoi. Mais qui pour le coup est a priori un petit peu compliqué à faire côté SF ou fantastique, à part Angel. C'est ça. On avait aussi un spin-off du côté de X-Files. Oui, The Lone Gunman, sur des personnages secondaires de la série, mais qui n'a duré qu'une courte saison. Je crois même pas que la première saison a été diffusée en entier, et c'était aussi dû au fait que... ah non, pas tout à fait. Non, c'était autre chose qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'ils ont prédit carrément les attentats du 11 septembre. Quoi ? Le pilote, ça racontait un attentat avec un avion sur le World Trade Center. Mais okay. 1 an avant, 2 ans avant, je sais plus exactement. Il faudrait vérifier ça. Mais c'est ça qui est assez impressionnant. Pilote écrit par Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad. Lié. D'accord. Qui t'a beaucoup déçu du coup, hein, c'est ça. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Ouais. Voilà, on va terminer avec une dernière chronique. Voilà, ce qu'on appelle nous l'instant spoiler, hein, toujours. Hein, le fameux. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas. On rappelle, hein, ce n'est que la 2e émission. Ah là là.
Voilà, Guillaume Vous êtes se- créatif, je le se sens retrousse derrière les manches. votre poste de radio. Nous n'allons pas vous gâcher, même si c'est ce que veut dire le terme, nous n'allons pas vous gâcher un élément de cette série. Justement, Guillaume va nous spoiler un élément d'une série pour montrer les enjeux qui reposent sur ça peut être un twist. En l'occurrence, c'est pas vraiment un twist dont tu vas nous parler. Oh, ça peut être considéré comme un cliffhanger. Cliffhanger, ouais, plus, bien vu, Guillaume. Bon, bah la série, je pense, il est temps d'annoncer. Alors, annoncer non pas par le mot, mais plutôt par la musique. Si je vous dis... Bah. Vous l'avez ou pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah si les gars, écoutez bien. Non, je vois pas. Alors, si vous aussi vous faites des intégrales de cette série, le générique de début, vous en pouvez plus au bout d'une saison On entière. peut encore se le réécouter une dernière fois, je pense. Non, après ça fait un peu trop, Bon, mais... ouais. d'accord. Non, il s'est lancé tout seul. C'est faux, tout n'est que calcul dans cette émission. C'est ça. C'est donc Kaamelott, on va arrêter de tirer sur la corde. Effectivement, Kaamelott, 6 saisons, 6 livres de Kaamelott, bientôt un film. On se le dit maintenant, on va bien en parler à un moment donné de la bande-annonce qui vient de sortir. On finira là-dessus. Exactement. Pour l'heure, on va se concentrer sur, de manière tout à fait personnelle, ma partie préférée de cette série, à savoir les 2 dernières saisons, mais plus précisément la dernière. Je te laisse annoncer tout ça, Guillaume. Effectivement, épisode 3, on va partir dans les contrées de la fantasy, puisque Kaamelott c'est clairement de la fantasy. Oyez, vous qui écoutez et qui n'avez peut-être vu de Kaamelott que quelques épisodes à la dérobée sur W9, ouvrez grand vos esgourdes car nous allons vous spoiler le final de la saison 5 ou du livre 5 de cette série culte. Alors un rappel est-il bien nécessaire? J'ai marqué dans mon conducteur la question: un rappel est-il bien nécessaire pendant l'interrogation, parce que c'est effectivement une série dont on a dit tout à l'heure qu'elle avait une communauté tellement grande qu'on se demande s'il faut encore la présenter, mais en même temps, il y a des je gens. pense qu'effectivement, il y a, on va dire, le grand public entre guillemets n'a de Kaamelott que effectivement ce qu'on peut voir sur M6 ou W9. Une image, n'ayons pas peur des mots, une image un peu beauf, pour avoir fait dans mon entourage. Non, mais j'assume, vraiment, peut-être Ah vous-même. Les gens ont une image un peu beauf. Et justement, c'est là où j'aime déjà ta chronique, Guillaume, c'est que justement, tu vas montrer que Kaamelott, c'est bien plus que juste Caradoc qui pète. Exactement. Donc Kaamelott, qu'est-ce que c'est? C'est une série créée par Alexandre Astier, le maître d'orchestre de cette série, il est à tous les postes, et qui a été diffusée sur M6 entre 2005 et 2006. C'est une série qui adapte le mythe arthurien, donc Arthur, le chevalier de la table ronde, le Graal, et qui suit donc les aventures parfois rocambolesques, parfois plus émouvantes, des chevaliers de la table ronde dans leur quête du Graal. Donc, on fait une petite avance rapide. Nous sommes donc à la fin de la saison 5, du livre 5, et on va un petit peu vous conter les différents, l'histoire qui nous amène à notre spoiler final. Arthur, donc, à la fin de la saison 5, a mis plutôt au début de la saison 5, a mis fin à la rébellion de Lancelot, commencée en saison 4, et a ramené Guenièvre à Kaamelott. Et pour prouver à tous les dissidents éventuels qu'il est bien le roi légitime, Arthur accepte de replanter Excalibur dans le rocher pour permettre à qui veut de prendre sa place, sachant pertinemment que de toute façon personne d'autre n'y arrivera puisque c'est lui l'élu des dieux. Et donc voilà, politiquement ils se disent que ça fera un bon coup et que de toute façon il redeviendra le roi légitime. Pendant ce laps de temps, Arthur il décide de partir dans une quête autrement plus personnelle puisqu'il part en quête de son éventuelle descendance. C'est le motif qui conduit beaucoup d'épisodes de cette saison 5, Arthur est à un moment de sa vie où on lui demande de désigner un héritier à son royaume. Puisqu'il n'en a pas, c'est un aspect important. Et parce qu'il n'en a pas. Et effectivement, il va partir en quête des différentes conquêtes justement qu'il a eues tout au long de sa vie pour savoir si l'une d'entre elles aurait potentiellement donné un enfant, un héritier au royaume de l'ogre. Donc on suit comme ça plusieurs épisodes sous forme un petit peu d'un road trip et puis malheureusement après plusieurs déconvenues au fur et à mesure de ces rencontres, c'est quand même un road trip qui est assez triste, assez dépressif. Donc après plusieurs déconvenues et manipulé par Méléagant qui est un intrigant et sombre personnage conseiller de Lancelot dans la saison 4, Arthur se persuade d'être infécond, donc d'être stérile, de ne pas pouvoir avoir d'enfant. De retour à Kaamelott, dévasté par cette nouvelle, lassé d'une quête du Graal au point mort et de chevaliers tous plus incapables les uns que les autres, Arthur s'isole et se tranche les veines dans son bain. Et c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin de la saison 5.
Donc j'ai envie de dire déjà à Coup dur, tous coup ceux dur, hein. qui pensaient que Kaamelott c'était une série poète, voilà, cet épisode il montre bien qu'il y a autre chose que ça. Et c'est le deuxième suicide. L'autre, on va pas le spoiler, mais c'est le deuxième suicide de ces 2 dernières saisons dans Effectivement. Kaamelott. Et le premier, moi aussi, m'a beaucoup touché. Et déjà, bah si. Mais on le voit après dans l'autre. Oui, mais c'est dans les Oui, 2 dernières d'accord. saisons, c'est ce que je voulais dire, pardon. Donc déjà, ça se pose là, comme on dit dans Kaamelott également. C'est ça. Alors pourquoi cet épisode et pourquoi ce moment que donc je viens de vous spoiler est important à mon sens, et puis on en débattra ensemble. C'est déjà que c'est la dernière pierre à l'appropriation par Astier du mythe arthurien, puisque ce suicide il est tout à fait nouveau comparé à la matière d'origine, hein, dans les divers écrits qui relatent ce mythe. Arthur ne finit jamais par en a attenté à ses jours. Donc on voit là que Astier déjà avec Kaamelott s'empare de quelque chose pour faire autre chose, s'empare du mythe arthurien pour en faire sa propre matière, mais là il va au bout de son propos et au bout des thèmes qui lui sont chers. C'est aussi du coup la manière la plus brute pour la série d'exposer son aspect plus dramatique, hein. Il existe, c'est un visage que la série montrait déjà bien sûr auparavant, dans plein de moments, dans plein de répliques, dans plein de relations entre les personnages, mais jamais à ces extrémités-là de violence symbolique. Donc là, on arrive quand même à quelque chose qui est en effet tout sauf subtil et émotionnellement très fort. Il faut bien comprendre, pour se rendre compte entre guillemets du jusqu'au boutisme de la chose, que Kaamelott est vu, comme on le disait tout à l'heure, encore aujourd'hui comme une pure comédie, et puis d'ailleurs elle l'est à plein de moments, parfois même un peu bête à travers les personnages, notamment du coup de Perceval et Caradoc, alors qu'Astier il a tissé très tôt le drame qui lie tous ces personnages, notamment toute la relation qu'il entretient avec Lancelot, avec Guenièvre, avec Mévanouille. Enfin, il y a énormément de personnages comme ça qui ne sont absolument pas des choses amusantes, mais plutôt des préparations pour toute la fin de la série et les drames qui se jouent. Et puis, on en parlait encore une fois tout à l'heure, c'est quand même un cliffhanger de haute volée. C'est quand même un truc très américain entre guillemets de finir ces séries sur des cliffhangers comme ça, et Astier on sent que dans Kaamelott il y a énormément d'inspiration, notamment du coup américaine, et on sent que là il a créé vraiment un moment qui va nous retenir, puisqu'on se demande tout simplement qu'est-ce qui va se passer, quoi. Alors, je ne vous ai pas exactement spoilé la toute fin de la saison 5, puisque après le fait qu'Arthur se tranche les veines, il se passe autre chose. Ça, je vous laisserai le découvrir, et qui prolonge encore plus cet aspect un petit peu cliffhanger, et on se demande, mes comparses me regardent d'un air interrogateur, mais je ne dirai rien. En plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus les infos qui ont suivi par rapport à la saison 6, elles nous montraient en fait le fait que Astier allait parler de la jeunesse d'Arthur, ou en tout cas de ses premières années à Rome en tant que soldat, donc un univers complètement différent, et pas du tout la suite de ce qu'on allait voir. Donc il y a eu vraiment un moment aussi pour lui de créer quelque chose qui était vraiment une attente assez forte, quoi. Donc pour conclure cet instant spoiler sur Kaamelott, c'est à mon sens un vrai tournant dans la série, pas tant d'ailleurs pour la narration en elle-même, mais pour la franchise de manière plus générale, si je peux dire, la franchise, en tout cas l'histoire globale, puisque on comprend à ce moment-là quelque part que la télé est devenue trop petite pour la quête d'Arthur, mais aussi pour l'histoire qu'Astier veut raconter. Le format déjà l'emprisonnait depuis un moment, il s'en est affranchi avec perte et fracas au fur et à mesure, et on voit que là, Astier commence à, je veux dire, en prime, à afficher des affiches, afficher des propos et des partis pris comme ça. C'est quand même un truc qui, a priori, était quand même assez osé, et on sent que là, Astier, il a une ambition pour Kaamelott qui est une ambition dramatique, narrative, qui est au-delà de ce que la télé peut lui apporter, et l'avenir a montré qu'effectivement derrière tout ça était destiné à finir au cinéma, et maintenant on attend tous effectivement du coup la suite et la fin de l'aventure d'Arthur et des Chevaliers d'Oberon au cinéma. Oui, et surtout qu'il a dit depuis le début qu'il voulait finir par ces 3 films. Enfin, depuis le début, je vous dis ça, c'est vraiment depuis 20 ans, il dit ça. Et l'évolution du format, j'avais pas vu ça comme ça, mais au début c'était 3 minutes 30, je crois, après ils sont passés à 7, et là c'est 45, un truc comme ça. En fait, la saison 5, elle est hyper symptomatique de ça, puisque c'est une saison qui a été
totalement charcuté dans le sens où il y a 3 versions différentes. Il y a donc la version qui a été passée tous les jours sur M6, qui a été donc des épisodes de 7 minutes. Mais ces épisodes de 7 minutes, en fait, ils sont tranchés dans le format que Astier avait prévu à l'origine, qui était donc 8 fois 52 minutes. Ouais. Celle des DVD. Voilà, moi j'ai vu que celle des DVD. Donc, alors, a priori, celle des DVD, celle des DVD, effectivement. Et M6 a fait des soirées spéciales où ils ont diffusé des épisodes, du coup, plutôt proches des 52 minutes, mais qui étaient encore un montage différent et qui étaient donc pas vraiment director's cut, quoi. Donc, effectivement, la vraie version, elle est sur le DVD et elle est assez différente des versions, enfin, assez différente. Elle est plus complète que la version qu'on a pu voir à la télé. Mais du coup, là, on est vraiment à un moment pivot dans le fait que Astier, il commence à vouloir clairement pousser les murs et que sa narration, elle est plus du tout adaptée à la shortcom, quoi, en fait. Et notamment, dans sa réalisation, ça se ressent aussi énormément. Il y a beaucoup plus de plans séquences, beaucoup plus de musique. Hein, on en a mis en fond. Exactement. C'est beaucoup plus ouvert. Là où c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais c'est que je trouve que c'est un crédit qu'on donne beaucoup à Astier, alors que c'est moins fort que pour moi, j'ai l'impression, c'est la réappropriation du mythe arthurien. Parce que le mythe arthurien, que tu connais plutôt pas mal, Briac, Oui. tu as fait un court-métrage, je crois. Voilà, on fait une promo, voilà, gratos, Anamnèse, hein, sur YouTube, si vous voulez voir le film qu'a fait Briac. Ou justement, non mais c'est intéressant parce que tu t'es toi-même réapproprié le mythe arthurien, mine de rien. Oui. Voilà, sur Perceval, pas du tout sur Perceval le Gaulois, j'allais dire. Le Gallois. C'est quoi le nom? Excuse-moi, le nom m'échappe De Galles. du Galles. livre de Perceval et le conte du Graal. Voilà, c'est ça. Et en vrai, les gens, le commun des mortels, ne connaissent pas très bien Arthur. Ils connaissent Excalibur, ils savent qu'il est amoureux de Guenièvre, que Lancelot lui pique sa copine. Alors, on Est-ce est que quand les même gens vont en dans- Bretagne, mec. Ouais, mais est-ce que les gens vont vraiment dans le détail? Est-ce que les gens Non. connaissent si bien, si profondément? Je pense qu'il y a des gens qui pensent que Kaamelott, c'est plutôt réaliste. Bon, les noms sont plutôt les bons, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais voilà, je trouve que c'est un crédit parce que bon, ça c'est le syndrome Astier. On met beaucoup de qualité sur le dos d'Astier. Celle-là, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue de créateur. Enfin, en tant que créateur, c'est intéressant qu'il ait fait ça. Après, voilà, c'est pas un bouleversement, tu vois, du mythe arthurien, je trouve. C'est que c'est un bouleversement. Déjà, je trouve quand même une tentative de suicide du roi Arthur, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein, au niveau symbolique. Ça, c'est nouveau. On n'a pas vu ça ailleurs et Oui. c'est très fort. Après, on voit que, comme je disais, il a vraiment C'était indispensable pour moi, tu vois. C'était sûr qu'il allait, alors peut-être pas par le suicide, mais c'était sûr qu'il allait le réinventer. Mais c'est en ça, du coup, qu'il fait justement du mythe arthurien un truc vachement plus personnel, quoi. Et qui se le réapproprie. Oui, non, je mais trouve. je me suis mal fait comprendre, mais en gros, je veux dire, c'est pas. Je trouve ça très important pour Kaamelott, mais de dire qu'en gros, il avait les bollocks de faire ça, bon. C'est fort dans la série et c'est un twist, ça a été un twist pour tout le monde, je pense, mais voilà, faut peut-être pas. Je pense que c'est quand même important parce que juste le ton qu'il emploie dans la série avec les dialogues donc assez familiers, le côté modernisé mais pas trop, parce que Ouais. c'est ça qui est intéressant. Ça, avec oui, Kaamelott. ça, oui, Ça, c'est- et le fait de c'est couillu. l'appliquer au monde du roi Arthur, ce que ça fait, c'est que moi personnellement qui adore donc toutes ces légendes-là, c'est la première fois par contre je m'identifie vraiment au personnage, où c'est vraiment des êtres humains, c'est plus des figures mythiques, c'est plus autre chose. Là c'est des êtres de chair et de sang qui vivent des choses, qui ont des tourments et au point justement de se suicider. Ça, je pense que c'est un apport. J'ai pas d'autres par exemple d'adaptation ou des écrits sur la table ronde où j'ai vraiment ce sentiment-là. Là, je pense que par exemple tu as le mélange de son style et de son approche à l'œuvre crée quelque chose de nouveau en tout cas pour la matière de Bretagne. Parce que en plus Arthur meurt enfin en tout cas il est venu comment ça s'appelle il est excuse-moi, une fée vient le chercher. Il y a plusieurs versions où il va. Comment elle s'appelle? Le nom m'échappe. Ça dépend. Il y a Morgane qui vient. La fée Morgane, voilà, la fée Morgane vient le chercher et l'amène sur une île. Sur Avalon. Ouais. Sur Avalon, tu C'est vois. ça. Donc voilà. Mais en même temps, on l'a sous-entendu, mais est-ce que c'est pas exactement un suicide cette fin de saison, puisque les films arrivent et puisqu'il y a quand même une saison qui est encore derrière. Ça l'empêche pas de mourir plus tard. Exactement. Voilà. Est-ce que la fin, et là c'est pas puisque personne ne sait, est-ce que tout ça ne va pas finir par une fin un peu pathos? Voilà. Est-ce que c'est pas juste un petit détour qu'il s'est autorisé pour revenir vers quelque chose de plus voilà, puisque en plus donc la bande-annonce est sortie récemment, on voit que voilà les affaires reprennent. Donc voilà, t'allais ajouter quelque chose, Briac? Non. Non, voilà. Puisqu'on peut digresser un petit peu hein, sur cette bande-annonce. Briac, justement, alors, la question évidente, la première,
Sting, hein, Sting, déjà. dans Kaamelott. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une Voilà. interview de Lionel Astier qui joue Léo Dagan, qui en a parlé. Il fait oh très sympa, ça s'est bien passé, machin. C'est pas là où il dit qu'il apprenait son texte en phonétique ou je sais plus quoi parce qu'il parle pas bien français. Sting, ouais. Interview catastrophique. Hein. D'ailleurs, on va pas désavouer des confrères, confrères si on peut dire, mais Lionel Astier qui est oui Sting, Sting. Alors vraiment, j'espère, je pense qu'il le fera des espèces de making of dans le futur DVD des films, mais ouais, ce sera intéressant. Bon, du coup, cette bande annonce, Briac. Et bah très 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 prometteuse, hein, vraiment. Après, moi, je sais que j'étais plutôt en confiance, hein, justement de par les 2 derniers livres de Kaamelott, on voyait vraiment qu'il était capable de faire ce passage. Déjà un format plus long et un format plus tragique. Et en même temps, ouais. on se doutait que vu que on arrive à un moment très sombre à la fin de Kaamelott, qu'il va falloir remonter la pente, donc ça allait être quelque chose peut-être de plus énergique, plus épique, et qu'on allait avoir vraiment une autre ambiance, en même temps que ça allait ouvrir des horizons avec de nouveaux décors, de nouveaux personnages, et puis tout simplement des nouveaux moyens, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a un travail sur les décors, sur les costumes. Alors, en plus, bon, on va pas non plus. Kaamelott, une des particularités de la série, c'est qu'elle avait toujours de la gueule, hein, pour une série française, et lui, il a toujours insisté. Surtout les 2 dernières saisons. Je crois que j'avais vu quelque chose où Astier expliquait que lui, ce qu'il voulait, c'est que si tu tombais sur la série comme ça, tu pouvais pas savoir que c'était comique. Genre, le look de la série est sérieux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc, il y a toujours eu un grand soin dans la direction artistique, mais là, c'est encore plus éclatant et c'est vraiment très impressionnant. Puis, en tout cas, en France, c'est quelque chose qu'on voit rarement, hein, du divertissement à grand spectacle, d'aventure qui est fait avec quelqu'un qui respecte vraiment son sujet et qui est pas, donc c'est pas du tout roublard ou ça prend pas le public de haut, c'est quelque chose de vraiment honnête. Donc ça moi, personnellement, ça me donne vraiment envie de voir ce que ça va donner. Moi, contrairement à toi, moi, j'étais pas du tout confiant parce que ça fait 10 piges quoi que c'est terminé cette histoire et terminé, que c'est en pause du coup. Et vraiment, ça a été, c'est ce que je t'ai dit tout de suite, c'est un soulagement quoi. C'est vraiment, effectivement, il change de médium, qui n'est plus celui de l'émission, mais on se permet un petit peu de digresser. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Et vraiment, c'est ça, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a du budget et on voit qu'il s'autorise beaucoup de choses tout en réutilisant ses codes, etc. La petite phrase, la petite blague de Perceval à la fin, c'est il rassure les fans un peu, tu vois, genre vous avez attendu 10 piges, mais voilà ce que je vais vous proposer, et ça c'est rien de ce que j'ai prévu pour vous. Et la mise en scène, moi c'est les plans. Il y a un plan avec Damseli, avec Elias exactement, qui sont en fond dans le vent. Vraiment, c'est rare qu'un film français hype autant comme ça, et c'est hyper couillu quoi, hyper vraiment. Ça pour le coup, voilà. Alors j'aimerais savoir le budget de ça, parce que un film français c'est quoi, c'est 10 millions en règle générale, un truc comme ça, 10 millions d'euros. Souvent c'est le salaire des acteurs en plus, hein, c'est pas forcément. Ouais, là, donc je serais très très curieux. Bon là les acteurs, je pense qu'ils sont joués le jeu aussi, je pense. Hein, sais rien, mais je serais très très curieux de savoir, pas par voyeurisme, mais pour savoir si finalement le film est très qualitatif dans sa mise en scène, etc. Combien est-ce que ça demande du coup. Guillaume, est-ce que tu es fan de Kaamelott à la base? On l'a pas dit clairement, mais est-ce que vraiment c'est... Oui, je suis tombé dedans comme beaucoup en me faisant justement, comme tu le disais, des enchaînements, des compilations d'épisodes à la queue leu, parce que finalement sur M6 à la base j'avais pas spécialement accroché, et puis derrière en effet en parlant, en regardant, et puis on va pas se mentir, quand on est dans certains milieux, on va dire pseudo-geek, qui a une sorte de pression sociale à devoir connaître Kaamelott et à comprendre les répliques. Ne me lancez pas sur la communauté Kaamelott parce qu'on va s'attirer certaines foudres. Le c'est pas faux et les choses comme ça, voilà, il faut le voir, mais voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, donc oui, je peux me considérer comme fan, et en tout cas fan aussi de l'histoire que Astier veut raconter, et donc très impatient de savoir comment il veut la conclure. Moi, je connais aussi de Kaamelott peut-être un petit peu moins, on va dire, mais quand même les BD qui ont été scénarisés par Astier, donc qui sont tout à fait canon. Et des livres aussi, hein, on oublie. Mais... Et des livres qui se situent dans les premières saisons, donc qui restent, on va dire, contemporaines au début de la série et moins vers la fin, mais qui du coup mettent en avant un univers clairement heroic fantasy, avec des orques, avec des dragons, des choses comme ça. Donc moi, c'est ça un peu le questionnement que j'ai par rapport au film, et l'attente que j'en ai, c'est est-ce que le film va pouvoir oser aller dans ces extrémités-là de l'imaginaire, ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose de terre à terre entre guillemets et de lié au personnage, ou est-ce que Astier va avoir
eu les moyens d'insuffler une dimension vraiment proprement épique. Alors on a une courte scène de bataille avec les trébuchets et a priori les Burgondes qui montrent qu'a priori il va y avoir de l'ampleur dans certaines scènes d'action, mais moi j'aimerais bien aussi voir en effet un Arthur qui combat, qu'on aille au bout de ce truc là aussi de c'est marrant et en même temps c'est spectaculaire et c'est de l'heroic fantasy et il y a des belles images quoi. Donc ça c'est une première attente que j'ai, que la bande-annonce et fort heureusement ne montre pas du tout. Et le deuxième aspect là plutôt méta entre guillemets, moi qui m'a frappé par rapport à ça, c'est la maîtrise qu'Astier a de sa communication. Il a fait les plateaux de télé quand il a fait la promotion du dernier film d'animation Astérix. Il a rien lâché du tout sur le fait que Kaamelott était ou pas en développement, ou en tout cas où est-ce qu'il en était. Et le mec débarque du jour au lendemain avec un teaser qui ne montre rien hormis, on va dire, les choses importantes, c'est-à-dire les personnages qui font le lien avec la série, et en plus qui avance la date Exactement, ce que j'allais dire. de diffusion du film de 2 mois quoi. Donc Il avait dit voilà, Astier depuis le début il dit les films ne se feront pas si je n'ai pas les pleins pouvoirs. A priori il les a, et là-dessus je pense que le film en tout cas, si c'est raté, ce sera à cause de lui aussi. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça sera son film, quoi. Et ça, c'est cool. Il avait aussi, je crois, mis juste la première photo le premier jour de tournage. J'ai mis une photo du désert qu'on voit un peu dans la bande-annonce, et annoncé que ça se lançait. Et après, par contre, on savait absolument pas que la bande-annonce allait tomber. Ouais, complètement. C'est pas comme à l'américaine où tu as la pré-bande-annonce, puis dans une semaine, voici la bande-annonce, et ensuite on sait quasiment rien du cast, hormis quelques noms. Mais voilà, même Guillaume Gallienne, c'est un peu une surprise de le voir dans le teaser. Enfin, non, j'aime bien. Comme je vais pas paraphraser ce que disait Briac, mais là, on sent qu'il y a une grosse plus-value par rapport à la série, dans l'image, dans les costumes. Mais une cohérence. Ouais. Et voilà, Ça, une je cohérence. pense pas que ça choquera pour quelqu'un qui découvre, par exemple, la série puis enchaîne sur les films. Ça s'ouvrira, mais je crois qu'on voit que ça reste le même univers, quoi. De toute façon, le changer de médium fait qu'il va devoir toucher d'autres gens. C'est-à-dire que maintenant, il peut plus compter que. Il fera le million, par exemple, il fera 1 million d'entrées. Ça, c'est. Je fais des petits gestes avec les doigts. Ah non, j'ai vu que tu faisais genre Inch'Allah. Oui, c'est ça. Il fera son 1 million d'entrées, mais lui, enfin, c'est un film qui a coûté cher, donc il va devoir faire beaucoup d'entrées. Ouais. Je touche du bois pour que ça cartonne. Il l'a dit d'ailleurs à un moment donné sur les réseaux sociaux quand un de ses fans lui a dit mais pourquoi tu fais pas de financement participatif. Il lui a dit écoute petit, garde ton argent et viens voir le film au cinéma, c'est là où j'aurai besoin de toi, quoi. Voilà, c'est ça, j'aurai besoin de vous une fois en salle, et bon, sa communauté sera là, mais par exemple, alors ça me fait penser, pour le coup, on digresse complètement, mais le film du Palmacho, qui était couillu aussi, qui parle de guerre, etc., qui est vraiment un film presque une reconstitution quelque part, mais très full comédie, et ça a bien marché, mais pas cartonné. Ça a dû faire 1,5 million, un truc comme ça, donc succès pas mal, et Kaamelott pour le coup ne peut pas se permettre, je pense, pour un budget a priori conséquent, de faire moins de 2 millions, je pense, un truc comme ça. Ouais, et puis de toute façon, Astier a toujours dit que ça serait une trilogie, donc il faut que ce film fonctionne pour que l'histoire soit racontée, et ce serait là par contre tellement dommage. Mais je pense qu'ils font les 3 ou... Mais c'est la question qu'on s'était, parce qu'avec Charles on en avait parlé déjà une fois, mais est-ce que le film va être fait pour que de nouveaux spectateurs puissent venir le voir, des gens qui n'ont pas vu la série? Un petit peu comme François Descraques a annoncé que son Visiteur du futur au cinéma serait une nouvelle porte d'entrée dans l'univers, et une suite aussi à la série. Et d'une certaine manière, moi j'espère que non, parce que tu as envie que ça continue juste ton histoire et pas qu'on te rappelle en permanence. Après, le fait que ce soit effectivement le roi Arthur fait que d'une certaine manière tu peux rentrer dedans même en n'ayant pas vu la série et choper quelques petites choses, mais ça peut être un risque, effectivement, un frein en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas la série, ils vont pas aller voir le film. Ma main à couper qu'il y aura une sorte de texte déroulant à la Star Wars. Ce serait oui, un grimoire déroulant. Je sais pas comment il fera. Et je pense aussi à autre chose que j'ai hâte de voir dans le film, puisqu'a priori ça en fera partie et que c'est une grosse frustration chez moi. C'est, je sais pas si vous en avez forcément entendu parler si vous êtes un tant soit peu fan de Kaamelott, c'est Kaamelott Résistance, qui était ce projet un peu transmédia que Astier a porté à un moment donné, qui était censé être du coup quelque chose entre la fin de la série et le début des films, et qui devait raconter justement la résistance du peuple du royaume de l'ogre face à Lancelot, et qui du coup a eu plusieurs visions, on va dire, enfin plusieurs projets. À un moment donné ça a été un recueil de nouvelles, à un moment donné il a été question que Astier revienne sur M6 pour en faire une mini-série, voire des épisodes spéciaux, et maintenant on se dit que du coup ce matériau-là dont on peut voir beaucoup d'extraits d'éléments visuels à travers des traces d'une exposition qu'il y a eu au Comics
Comic-Con de Paris seraient du coup les premières minutes du film 1, quoi, un petit peu la résistance en mode résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, de notamment Caradoc, notamment effectivement tous les chevaliers, Bohort, etc., quoi. Donc moi j'ai envie de voir ça parce qu'il y a eu une promesse à un moment donné, je trouvais que c'était assez cool ce qui se disait de ça, et puis en fait a priori ça n'a pas pu se faire, et donc j'ai hâte de voir aussi le film pour cette raison-là. Ça, je pense qu'il n'y a plus de doute sur notre envie de voir ce film. Donc, réponse le 29 juillet 2020. Je pense qu'on en reparlera à ce moment-là. Hein. Je pense qu'on fera au moins un petit débrief, notamment dans le comparatif, comme on vient de vous le faire avec la série qui reste quand même notre domaine dans cette émission. Merci, les gars, pour ces petites chroniques, pour toutes ces infos. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission Spoilers. Voilà, on espère que cette émission vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est surtout présent sur Facebook et Twitter, ainsi que sur le site de Canal B. Du coup, si vous souhaitez, voilà, par exemple, soyons fous, partager cette émission et l'envoyer à tous vos petits copains et copines. Voilà, n'hésitez pas à nous faire également vos retours, ou simplement, voilà, si vous voulez nous réécouter en podcast, ça se passera sur les réseaux et sur le site de Canal B. D'ailleurs, on est désormais sur les réseaux de diffusion traditionnels, donc Deezer, Spotify, votre application préférée. Moi, j'ai Podcast Addict, et ça fonctionne, je vous le dis, donc n'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci les gars, à très vite. Merci. Salut.